Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Playground FR. Je suis très content de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de podcast. En effet, après les previews de la saison 2021, j'ai eu un souci avec mon ordinateur. Du coup, pas possibilité d'enregistrer. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de podcast pendant pratiquement un mois. Voilà, malheureusement, je ne pouvais pas faire autrement. Mais l'ordinateur est réparé et on va pouvoir repartir et faire des nouveaux podcasts. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va s'occuper de l'énorme trade qu'il y a eu cette semaine, donc plus précisément mercredi soir, autour de James Harden. Ça va se passer simplement, je vais d'abord revenir sur ce qui s'est passé au début de la saison, puis on va parler des 4 équipes qui ont été impliquées dans le trade, car il y a eu 4 équipes impliquées. Et enfin, on va faire une dernière partie avec quelques petites news en vrac que je me suis noté pour en parler tranquillement, qui ne sont pas autour du trade d'Harden. Comme d'hab, je vous balance un petit générique et puis on est parti juste après. Harden trying to get free. Down to 3, down to 2, it's a 3. Good! Good! He got it! James Harden, a flamethrower! Incredible shot! Alors je vous l'ai dit, on se retrouve aujourd'hui pour parler du blockbuster trade autour de James Harden. Bon, du coup, on va revenir sur les faits du début de saison. Après le fiasco de 2020 et des Rockets, on apprend que Westbrook et Harden veulent quitter le Texas, donc en l'occurrence les Rockets. Russell, il est échangé avec John Wall, puisqu'ils ont tous les deux des contrats à 40 millions, ça tombe bien. On fait juste un petit tour de passe-passe pour récupérer John Wall, ça j'en avais parlé déjà dans les previews. Mais Harden, il voulait partir aussi. Et puis, il a prévenu, il a dit qu'il voulait aller chez les Nets, qu'il voulait aller chez les Sixers, qu'il voulait aller chez les Bucks, bon, que des grosses équipes. Mais a priori, les Rockets ne voulaient pas l'écouter. C'est pas faute d'avoir prévenu du côté de James Harden, parce que il a fait des déclarations en disant qu'il voulait partir, en disant qu'il n'était pas content de l'équipe. Il a disparu des entraînements, il a disparu de la pré-saison, il était dans des boîtes de nuit alors que la période sanitaire est un peu critique. Enfin bon, il a prévenu plus ou moins bien, plus ou moins correctement, mais en tout cas, il voulait partir. Et puis, le début de saison débarque et on retrouve un James Harden en mode Père Noël. Donc, grosse barbe et gros bidon, avec toujours les mêmes déclats. Malgré ça, il envoie un premier match en 40, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en 45-15, un truc comme ça. Donc, au moins, il n'est pas là pour rigoler. Il montre qu'il est encore capable de jouer au basket. Et puis, ça stagnait un peu. Ça se calmait. Jusqu'au match face aux Lakers. Alors il y a eu 2 matchs, je ne sais plus après quel match, mais en tout cas, on a eu des déclats de John Wall, de DeMarcus Cousins et de James Harden disant que là ça va pas du tout, James Harden voulait vraiment partir. John Wall et DeMarcus en avaient vraiment marre de son comportement. Et puis mercredi soir vers 20h, 21h, ça y est, ça stagnait un peu et puis là d'un coup, bam, on a Shams Charania évidemment et Adrian Wojnarowski qui annoncent un trade à 4 équipes. Donc forcément, pour déplacer un joueur qui a un salaire de 40 millions de dollars, il faut pas... soit tu vends ta franchise, soit tu inclus d'autres équipes pour pouvoir faire quelque chose, on va dire, où tout le monde se trouve gagnant. Et c'est ce qui s'est passé. Je trouve que, bon, là, à part les Pacers, on va en parler. C'est un peu aussi pour ça que je voulais patienter avant de me lancer dans un podcast sur le transfert. Mais donc on a eu les Nets, les Rockets, les Pacers et les Cavs autour du trade de James Harden qui lui a été envoyé chez les Nets. On va y revenir équipe par équipe en commençant par les Pacers. Donc les Pacers ont récupéré Caris LeVert et un deuxième tour de draft et je crois qu'ils ont récupéré du coup un autre tour de draft car on va commencer par là, on va commencer par les points négatifs. C'est vrai que quand j'ai fait mes notes pour le podcast, j'avais écrit que LeVert est en contrat jusqu'en 2023, ce qui est un contrat très bien puisqu'il est longue durée, en plus il est raisonnable pour le niveau du joueur, mais malheureusement, il a aussi montré qu'il était très blessé
En 2020, c'est 45 matchs. En 2019, c'est 40 matchs. Donc ça fait pas beaucoup pour un jeune joueur comme ça. Et on pouvait se poser la question, est-ce que ça va bien fonctionner à Indiana? Bon, déjà, on a appris hier qu'il y avait un souci au niveau de la visite médicale. C'est pas passé parce il a une masse sur un rein et donc il ne sera pas disponible, il ne pourra pas jouer. C'est pour ça qu'un deuxième tour de draft a été ajouté. Alors je ne sais plus si c'est un premier tour ou un deuxième tour, mais un tour de draft a été ajouté par, je crois que c'est les Cavs qui donnent ce tour de draft ou quelque chose comme ça. Je ne pourrais pas vous dire, j'ai peur de vous dire une bêtise. Mais en tout cas, un deuxième tour de draft a été ajouté au trade pour compenser le fait que Caris LeVert arrive entre guillemets blessé. Alors, la photo Pacers, hein, c'est vrai que je pense qu'ils auraient pu vérifier avant quand même, si on veut faire les choses carrées. Hein, c'est comme quand tu veux faire un sign trade et qu'il n'y a pas eu de signature. Voilà, les Kings toujours là pour prendre un petit taquet. Mais pour en revenir sur, on va dire, le côté Pacers et le côté Caris LeVert, c'est super puisque donc Indiana avait des soucis avec Oladipo. Hein, donc pour ceux qui ne savent pas, mais bon, je pense que vous avez tous vu les conditions de cet énorme trade. Oladipo a été envoyé chez les Rockets, on en reparlera. Lui avait un contrat finissant. Il avait dit cet été qu'il ne voulait pas forcément rester à Indiana. Et puis, il n'avait plus le niveau qu'il a pu montrer il y a 2 ans, hein, malheureusement pour cette équipe, puisque autour de lui, le collectif est super. Sabonis est en train d'exploser, on l'a vu en début de saison. Malcolm Brogdon refait du Malcolm Brogdon, il est très bien. Mais Oladipo, il avait plus la tête à être dans cette équipe. Donc, à l'arrivée de Caris LeVert, ça fait vraiment du bien quand il pourra jouer, évidemment. Donc déjà, il a montré qu'il était capable d'être un franchise player, ou au minimum, on va dire au minimum, un excellent bras droit, clairement. Il est clutch, il est capable de tourner en 20-5-5, donc, et il peut très bien s'intégrer à un collectif, puisqu'on l'a vu avec les Nets de Kenny Atkinson, qui étaient... il n'y avait pas Kyrie, il n'y avait pas KD, c'était une équipe très collective, avec des forts joueurs. Hein. On pense à Dinwiddie, qui malheureusement est blessé cette saison, à Caris LeVert, Jarrett Allen. Enfin, c'était un bon collectif, un très bon collectif, et LeVert il s'intégrait parfaitement à ce collectif. Ce qui fait que avec les perspectives des Pacers en ce moment, qui se posent plus sur un collectif, hein, il y avait une énorme star entre guillemets en la personne d'Oladipo, mais là cette dernière saison, vu qu'il était blessé, ces 2 dernières saisons si je dis pas de bêtises, forcément, eh bien euh, Indiana se repose sur son collectif et Caris LeVert qui l'intègre, ça peut être que bénéfique. En plus, il est jeune, c'est une équipe assez jeune. Franchement, moi ça me plaît beaucoup du point de vue des Pacers. On va en reparler avec toutes les équipes, mais je pense que au final, tout le monde est content dans ce trade. Les Pacers et les Cavs qui se sont bien incorporés ils s'en sont très bien sortis pour le coup, sauf, voilà, hein, on apprend la petite blessure de LeVert, je l'ai assez répété. Mais donc pour conclure autour d'Indiana, je pense que c'est un super apport pour cette équipe, surtout qu'elle fait un super début de saison. Hein. Les Pacers, ils gèrent pas mal leur début de saison. Très bon offensive rating, très bon defensive rating, mais bon, les ratings après, c'est pas ce qui est de plus important. Mais dès qu'on pourra incorporer un joueur clutch comme Caris LeVert, capable de défendre, capable de s'intégrer à un collectif, je pense que ça peut être parfait. Le fit, il peut être parfait. Alors après, à voir quand est-ce qu'il pourra jouer. On a parlé en tout cas pour l'instant, incertitude. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il pourra revenir. Donc on espère le plus tôt possible, évidemment. Mais voilà, les Pacers qui me font mentir, en tout cas en ce début de saison, hein, ne partons pas trop vite en besogne, car ils sont pour l'instant 3e de la conférence Est, avec un bilan de 8-4, ce qui est très bien, très bon départ. Et donc, ils me font mentir, moi le premier, puisque c'est vrai que c'est tout le temps une équipe qu'on voit à la baisse. Mais, euh, mais commencer en étant avec l'avantage du terrain, bon, au bout de 12 matchs, c'est un peu rapide à dire, puisqu'il en reste quand même 60 à jouer. Hein, donc, il peut encore avoir des blessures. Je l'espère pas, on touche du bois pour les Pacers. Mais en tout cas, ce super début de saison, allié avec cet apport de Caris LeVert, qui, dès qu'il sera sur ses 2 jambes, même s'il est a priori déjà sur ses 2 jambes, ce sera très bien. Et je pense que Indiana peut, pourquoi pas, avec cet effectif, aller chercher un,
un avantage du terrain en playoff. Franchement, ce serait pas déconnant. On a vu vraiment Caris LeVert, quand il est en forme, il peut être très très dangereux. Donc voilà du côté des Pacers. On va maintenant se diriger du côté de la deuxième équipe qui s'est incorporée dans ce trade et on va parler des Cavaliers. Alors, Cleveland récupère Jarrett Allen et Taurean Prince. C'est très bien. Je sais plus ce qu'ils ont envoyé. Dante Exum, c'est sûr. Je crois qu'ils ont envoyé du coup le tour de draft aux Pacers. Je sais plus trop ce qu'ils perdent, mais pour le coup, pour récupérer Jarrett Allen et Taurean Prince, c'est plutôt un très bon coup de la part des Cavaliers, qui intègrent encore de la défense dans cette équipe, avec les ajouts, je l'ai dit, de Jarrett Allen et de Taurean Prince, pour venir épauler ce fameux duo Sexland. Je crois que c'est Larry Nance Jr. qui les a appelés comme ça. Donc Colin Sexton et Darius Garland, qui sont pas des foudres de guerre en défense, qui offensivement, on a un Colin Sexton, pour en parler un peu, qui cette année est en train de montrer de très 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 belles choses. Darius Garland qui commence son développement tranquillement, mais pour le coup, c'est vrai que Sexton, explosion totale cette année pour le moment. Je prends toujours avec des pincettes parce que c'est vrai qu'on reste au début de saison. André Drummond, on en parlera juste après, mais qui fait aussi un très bon début de saison. Mais aussi, je viens d'en parler, Larry Nance. Larry Nance qui fait en défense particulièrement, je trouve, et même QI basket et tout, c'est vrai qu'il a l'air d'être très très intéressant. Les stats sont pas rocambolesques, mais en tout cas, son travail sur le terrain a l'air très intéressant. Et j'en parlais de la défense. Jarrett Allen et Taurean Prince, ça vient défendre pas mal, poste 4-5. On va parler après des problèmes que ça implique, mais ça vient ajouter des bons défenseurs, en tout cas Taurean Prince. Après, c'est vrai que Allen, c'est plus un gros contreur, un gros protecteur d'arceau, ce qui est très bien aussi. Et en termes de défense pure homme à homme, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, ils viennent s'ajouter à la deuxième meilleure défense de la ligue. Qui aurait cru que Cleveland serait la deuxième meilleure défense de la ligue en ce début de saison 2021? Pas grand monde, je pense. Mais donc, ça reste intéressant. Maintenant, c'est vrai que ça pose des problèmes. On va finir sur les avantages, on va dire, puisque c'est vrai que Jarrett Allen, c'est un jeune joueur, même si on dirait qu'il a 35 ans avec sa coupe afro et sa moustache. Il a, je crois, 21 ou 22 ans cette année. Donc c'est un très jeune joueur qui vient dans ces très, très jeunes collectifs, puisque du coup, là, ce quatuor maintenant, on va dire, avec Allen, donc Okoro qui est rookie, Sexton dans sa troisième année, Darius Garland qui est sophomore, et Jarrett Allen qui est également très jeune. Ça fait un quatuor d'avenir très intéressant mine de rien, puisque très complémentaire, avec un backcourt très offensif, un rim protector capable d'aller chercher des gros alley-oop en attaque, et un Isaac Okoro qui peut lockdown tout le monde autour. Franchement, on est sur un beau futur du côté des Cavaliers. Pour l'instant, la reconstruction se passe très bien. Maintenant, attention pour cette saison 2021, puisque on va avoir un embouteillage là dans la raquette, puisque donc vous l'avez compris, Allen est arrivé, Allen qui est un titulaire en NBA, Javal McGee est arrivé cet été. Alors Javal, bon, il sert plus de mentor, on va dire, là aux jeunes. C'est vrai que toujours rigolote cette phrase à dire. Mais il y a aussi André Drummond. Et André Drummond, je crois qu'il a compris que il finirait pas la saison à Cleveland, puisque après le trade, alors je sais pas si c'est le match qui est venu juste après, mais en tout cas le dernier match des Cavs, je crois, qu'il a envoyé un match en 35-23, 35-22, donc un match à 33 points, je crois, allez, entre 30 et 35 points, et 22 rebonds. Je suis désolé, j'ai pas mis les stats sous mes yeux, mais en tout cas, il a fait un énorme match juste derrière le trade, peut-être pour montrer que soit il est bon à être transféré et qu'il peut encore être utile à une équipe, malgré le fait qu'il ait pris une player option là, sur son année assez conséquente, soit pour montrer tout de suite qu'il est le titulaire indiscutable au poste de pivot dans cette équipe, ce qui, de mon avis, est vrai. Tu peux pas faire passer Jarrett Allen devant André Drummond, sauf suivant forcément les équipes que tu vas rencontrer. Mais en tout cas, voilà, il y a un embouteillage dans la raquette et il va falloir régler ça. Alors, est-ce que Drummond là va être tradé dans les jours ou semaines à venir?
seul l'avenir nous le dira. Je pense que ça peut être une certitude. Je vois clairement pas Drummond passer la trade deadline, ou alors les Cavs tentent quelque chose qui peut être intéressant, hein. Ou alors ce sera Mikey et Jarrett Allen et Drummond vont se partager, on va dire, les minutes. Ça peut être aussi très intéressant, mais tu peux pas garder ces trois-là. Et puis c'est vrai que du coup, McGee, quand t'as Jarrett Allen, bon, il va venir gratter les minutes, quoi. Il peut clairement pas passer devant Jarrett Allen. Et puis du coup, pour parler un peu de Torian Prince dans ce trade, donc poste 3-4, c'est très bien. Ça veut vraiment dire que Kevin Love, le projet Kevin Love, enfin le projet, si on peut, on peut l'appeler ainsi, là c'est vraiment fini, hein. De toute manière, on le voit, il joue très très peu. Je peux aller checker ça vite fait. Kevin Love, il joue 23 minutes. Il a joué deux matchs en plus. Je sais même pas, pour tout vous avouer, je ne sais même pas s'il est blessé ou pas. Mais en tout cas, on met un terme au projet Kevin Love et on va faire en sorte que euh, Prince sorte du banc derrière. Pourquoi pas Cedi Osman et Isaac Okoro, mais aussi, surtout, je pense, derrière Larry Nance. Et ça, c'est très intéressant. Franchement, bah, je pense que vous l'avez déjà compris, les quatre équipes s'en sortent très bien dans ce trade. Donc, y a pas, on n'est pas comme des fois, par exemple, hein, quand les Pistons ont tradé André Drummond, à dire bon, ils ont lâché un pivot en 15-15, en 20-15, contre deux joueurs qui sont même plus en NBA cette saison. Voilà, là, il y a vraiment, vraiment de quoi se moquer de- d'une certaine franchise. Mais là, franchement, les quatre franchises ont bien géré leur coup et ont fait en sorte d'être gagnantes. Tout le monde est gagnant, sauf pour moi. Non, c'est pas une histoire qui sont pas gagnants, mais on va en parler des Nets. La situation est un peu compliquée en ce moment. Avant de parler des Nets, puisqu'on va finir avec les Nets évidemment, on va parler des Rockets, bien sûr. Équipe très importante dans ce trade. Les Rockets, ça y est, la reconstruction est en marche. Alors, on va vite le voir, c'est une reconstruction qui est mine de rien un peu prometteuse cette saison, puisque arrivée de Victor Oladipo, arrivée de Dante Exum, Rodion Kurucs, alors lui, je vais vous le dire tout de suite, je ne sais pas qui c'est, et ils embarquent 8 tours de draft. Alors je crois qu'il y en a un de Cleveland, 3 des Nets et 4 swaps des Nets. Si les Rockets sont plus hauts que les Nets, ils le prennent. Et si les Nets sont plus hauts, alors à la draft, hein, évidemment, si, par exemple, si les Rockets ont le choix numéro 10 et que les Nets ont le choix numéro 25, les Rockets ont le choix des Nets. Si c'est l'inverse, les Nets gardent leur choix. Voilà. Donc, autour des Rockets, c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait. Je vous l'ai dit, mode reconstruction à en faire pâlir Sam Presti, qui peut être extrêmement jaloux de ses 8 tours de draft. Pour lui, il doit lui en rester une bonne dizaine, au moins une bonne dizaine. Donc ça va, il a encore un peu de marge. Mais ça y est, la reconstruction est actée chez les Rockets. Mais une reconstruction, comme je vous le disais, assez intéressante. Déjà, puisqu'ils ont un trio de semi/ex-superstars qui ont été en galère ces dernières saisons, hein. Donc pour en parler clairement, pour les nommer, Victor Oladipo, John Wall et Demarcus Cousins. Et tous les trois doivent redorer leur blason, suite soit à des blessures très longues, soit à des blessures très longues. En fait, les trois, les trois ont subi là, durant les 2 dernières saisons pas mal de blessures. Donc, ils doivent redorer leur blason pour relancer leur carrière ou pour aller chercher un contrat. Victor Oladipo, c'est aussi pour ça que les Rockets s'en sortent bien, puisque l'ajout de Vicky est bénéfique à la masse salariale, alors pas à l'instant T, même si, bah si, à l'instant T, puisque il touche pas les 40 millions de James Harden, mais surtout, il est en fin de contrat en 2021. Donc, est-ce qu'il re-signera ou pas chez les Rockets? Je pense que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que son salaire, hop, il sorte du salary cap, ce qui va faire un peu une bouffée d'air fraîche du côté des Rockets. Mais donc, en attendant cette reconstruction, je vous l'ai dit, on a John Wall, DMC et Dipo qui sont là, qui vont être revanchards, et ça peut très bien matcher. Alors, on voit que Demarcus Cousins sera sûrement pas pivot titulaire cette saison, puisque
Christian Wood, quoi. Il va aller chercher le MIP. Il nous fait des passes dans le dos, il nous prend 20 rebonds, il met 25 points. Là, cette nuit, il a encore fait un match en 24-18 avec 3 petites passes, 3 contre. Extrêmement propre en ce début de saison, Christian Wood. Surtout que maintenant, bon, surtout que cette nuit, il y avait personne, hein. Les Rockets y jouaient vraiment avec aucun joueur important. Mais sur le poste de pivot, ça c'est très fort. DeMarcus Cousins sont sortis de banc. Alors, c'est plus le DeMarcus Cousins qu'on a connu, malheureusement. Hein, il tourne plus à ses stats phénoménales. Là, c'est assez compliqué le début de saison. Maintenant, le fait que James Harden soit parti, ça va peut-être le relancer. Mais surtout sur le backcourt, le duo Wall-Oladipo, ça peut être extrêmement fort. Autant offensivement, Oladipo, il sait jouer sans ballon. Il sait jouer avec le ballon aussi, mais il sait très bien jouer sans ballon puisque Wall, quand même, porte pas mal la balle. Mais surtout en défense, si ces deux-là, ils sont bien motivés, sur le backcourt, ça peut être très fort puisque ils sont capables de défendre très fort tous les deux. Ça peut être très intéressant. Alors je dis pas que les Rockets, ça y est, ils vont aller en playoff, ils vont prendre un tour, deux tours et aller, aller en finale NBA. Loin de là, mais ça peut être une équipe un peu poil à gratter pour ces playoffs. S'ils arrivent à s'y qualifier, je doute pas qu'avec un Oladipo motivé, un Wall, un DeMarcus Cousins, et puis il y a toujours PJ Tucker pour assurer de la défense. Non, ça peut être une équipe, voilà quoi. C'est la fin d'une ère. C'est la fin d'une ère clairement depuis 2012, été 2012, non, depuis 2013, James Harden était en ville, la franchise était vraiment sur ses épaules, tout ce que James Harden voulait, James Harden l'avait, hein, Shaq l'a très bien dit, c'est vrai qu'il a fait une jolie déclaration, Harden, après son départ, mais Shaquille O'Neal en a parlé, c'est un échec en fait son passage chez les Rockets, puisque il a demandé Chris Paul, il a eu Chris Paul. Il a demandé à jouer tous les ballons, il joue tous les ballons. À jouer avec 50 tirs à 3 points par match, c'est ce qui s'est passé. Puis il voulait plus de Chris Paul est parti. Il voulait Russell Westbrook, il a eu Russell Westbrook. Enfin bref, la franchise s'est pliée à toutes les demandes d'Harden et malheureusement, ils n'ont jamais concrétisé par un titre ou une finale NBA. Alors ils sont passés à une cuisse d'aller peut-être en finale, mais en attendant, ça s'est pas fait et ça reste quand même un échec, même s'il a eu des très belles paroles et qu'il a dit que l'aventure n'était pas finie. Pourquoi pas revoir Harden revenir chez les Rockets, même si là tout de suite, je vous avoue que je n'y crois pas. En tout cas, voilà, reconstruction lancée, hein, pour globaliser un peu, pour finir et conclure un peu sur ce trade côté Rockets. Ils s'en sont très bien sortis. Victor Oladipo qui vient en duo avec Wall. Pour cette saison, ça peut être fort. Puis à l'été, on verra s'il veut re-signer ou pas. Je pense que c'est clairement pas ce qui inquiète les Rockets. En tout cas, Stephen Silas va avoir du boulot maintenant, puisque ça y est, bon, c'est vrai qu'il était là sans être là, James Harden. Mais maintenant, il va falloir reconstruire une identité de jeu et ça va être très intéressant à suivre. Ça va être très très intéressant à suivre. Malheureusement, cette nuit, ça s'est concrétisé avec une défaite face aux Spurs. Bon, comme je vous l'ai dit, à part Christian Wood, on avait PJ Tucker qui a mis 4 points. Mais c'est pas parce qu'on met pas de points qu'on n'est pas impactant, hein. Ça c'est pas faux. Mais en tout cas, il n'y avait pas de John Wall, il n'y avait pas Eric Gordon. Bon voilà. Cette équipe, elle a du potentiel. J'ai hâte de la voir en marche. Là, allez, courant février, une fois qu'il y aura des automatismes et tout, ça peut être très très intéressant. Maintenant, évidemment, on va finir avec Brooklyn, puisque ça y est, le souhait d'Harden a été exaucé et il a été envoyé chez les Nets. Bon, il va y avoir énormément de choses à dire. Je m'excuse d'avance si j'ai oublié des choses importantes ou pas. Je vais essayer de globaliser tout ça et de vous faire quelque chose d'intéressant. Bon donc, voilà, les Nets, ils récupèrent James Harden. Ils ont échangé Caris LeVert, Jarrett Allen, Taurean Prince. Ils ont envoyé leur pick de draft jusqu'en 2030 chez les Rockets. Mais ils ont enfin James Harden. On rentre dans le win now, hein. Alors, ils ont sûrement le meilleur Big 3 offensif de tous les temps, clairement. Ils ont même les deux, même les trois. Alors, Kevin Durant, c'est pas vraiment un ball handler,
mais ils ont les deux meilleurs porteurs de balles. Allez, on peut ajouter un Steph Curry, un Lillard qui se débrouille pas mal, on va dire en ce moment, hein, parce qu'après c'est vrai qu'il y a des joueurs qui portaient très très bien le ballon aussi, mais là, all-time, James Harden et Kyrie Irving, c'est très très haut dans les classements all-time de ball handler. Donc, offensivement, il va pas y avoir de problème. En tout cas, si les trois jouent, il va falloir, bon, on sait, voilà, il n'y a qu'un seul ballon sur le terrain, ça a été assez répété, mais on a déjà vu par le passé que, en fait, les stars, quand elles veulent gagner, elles sont assez intelligentes pour se dire que, ben, il faut mettre comme on dit, un peu d'eau dans son vin, hein, comme une expression vraiment à la mode, et faire en sorte d'accepter d'avoir un peu moins de tirs, d'accepter d'avoir un peu moins le ballon. Pourquoi pas avoir un James Harden dans le corner qui attend les passes de Kyrie Irving. Moi, ça me... Oh là là, le trip. Vous imaginez James Harden utilisé là en catch and shooter. Ce serait magnifique. Sachant qu'on l'a vu là depuis... Ça fait presque 10 ans qu'on l'a vu faire l'inverse. Lui avoir 80... Enfin, on va dire 50% du temps la balle dans les mains et faire des passes. Voilà, là ça peut être très différent. Forcément, on peut se poser la question de la compatibilité. Là, je viens de vous le dire, je pense qu'ils sont assez intelligents pour se dire qu'ils vont faire en sorte d'être compatibles et qui voudront partager le ballon au détriment de leur stade perso. KD l'a déjà fait. Kyrie, il était à côté de LeBron, donc bon, il n'avait pas vraiment de choix. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a quitté Cleveland. Bonne ou mauvaise idée, seul le futur nous le dira. Pour l'instant, mauvaise idée, clairement. Mais du coup, James Harden, c'est jamais arrivé. Alors, sauf quand il était à OKC en sixième homme. Là, déjà, ça remonte. Et puis maintenant, c'est vrai qu'il est habitué à avoir tout le temps le ballon dans les mains. Donc, il va falloir trouver que Steve Nash, il va falloir qu'il se creuse un peu les méninges. Évidemment, hein, avec trois superstars comme ça, il y en aura toujours une sur le terrain. Il peut faire en sorte que James Harden sorte un peu plus tôt pour laisser Kyrie et KD sur le terrain. Puis James Harden, on va dire qu'il fait partie, il fait un sixième homme entre des gros gros guillemets de Gigalux avec la seconde unit on va dire fin de premier quart, début deuxième quart jusque jusqu'à la mi-temps ou avant la mi-temps, il peut remettre les trois superstars pour mettre un petit coup de boost. Enfin, les possibilités sont très très nombreuses en attaque. En défense, ça va être plus compliqué. Surtout que là, je vous fais pas de dessin, mais Jarrett Allen qui est plus là et Torian Prince qui est plus là, ça veut dire que les seuls, entre guillemets aussi, postes 5 et 4 qu'ils ont, c'est donc dans l'ordre non, DeAndre Jordan, Dédé Jordan et KD, Kevin Durant sur le poste 4. Ça fait pas beaucoup de joueurs à mettre en backup. Ils vont certainement procéder à quelques trades dans les jours ou semaines à venir. J'espère en tout cas pour cette équipe. Mais défensivement, ça va commencer à être plus compliqué. KD nous a montré à Golden State qu'il était capable de défendre. C'est un très bon protecteur d'arceau. Avec les blessures qu'il a eues là en début de saison, c'est pas flagrant. Hein, il essaie de faire attention, ce qui est très compréhensible. Vous me corrigerez. En tout cas, voilà, c'est clairement pas la meilleure défense de la ligue. Là, j'ai pas les stats sous les yeux, mais en termes de ratings défensifs, on doit être très très bas. Je pense qu'on doit être entre 25 et 30 du côté des Nets. J'ai pas envie de dire de bêtises, j'irai vérifier par la suite. Euh, mais James Harden et Kyrie, ils sont clairement pas connus pour défendre. Voilà. Maintenant, on a deux MVP dans la même équipe, deux mecs bagués, donc c'est pas les mêmes. Hein. Le seul qui court après la bague, là, c'est James Harden, évidemment. Euh, donc, tout ce rassemblement, certes, c'est pour, on va dire, gonfler la legacy de KD, de Kyrie, mais c'est surtout profitable à James Harden qui a toujours pas la bague. Et c'est vrai que ils sont dans le win now, je l'ai déjà dit. C'est un peu fouillis, mais on va retomber sur nos pattes. Car là, à E3, ça fait 120 millions dans le salary cap. Hein, pour vous dire, je crois que, donc pour vous expliquer un peu, le cap salarial, il y a un cap à ne pas dépasser qui doit être à 109 millions cette saison.
Au-delà de ça, tu payes une luxury tax, donc tu payes plus, ton propriétaire doit payer entre guillemets une amende parce que il a dépassé le cap salarial. Là, à E3 seulement, ils sont à 120 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 120 millions, alors que le cap c'est 109. Voilà. Sachant que on a notre copain Joe Harris qui prend 16 millions la saison. Alors là, je viens d'aller vérifier. 40 plus 33. Donc on n'est pas à 120 mais 115. Allez, on arrondit à 115. Ce qui est énorme. Hein, voilà, plus les 16 millions de Joe Harris. Voilà, je vous fais pas de dessin, mais en termes de masse salariale, c'est énorme. C'est pour ça qu'il faut gagner tout de suite. C'est fait pour. Hein. On a vu par exemple euh, Anthony Davis qui est allé aux Lakers avec LeBron James. Alors, ils sont accordés, parce que pour le coup, c'est vrai que là, ils ont signé des contrats. C'est presque gratuit d'avoir Anthony Davis à ce prix-là. Bon, surtout pour le début de saison qu'il fait, il est même surpayé. Mais en tout cas, voilà. Ça fait beaucoup. Ils veulent gagner maintenant dans les 1 ou 2 saisons à venir, car je crois que Kevin Durant a pris un contrat de 4 ans. Ah non, ils ont tous des contrats longs là encore. Hein. Là, je pourrais regarder ça, mais ils ont tous des contrats assez longs. Pour ce qui est du defensive rating, je m'excuse, je me suis trompé. Ils sont pour l'instant 13e. Ça risque de descendre. Euh, on a vu le premier match de James Harden et Kevin Durant ensemble, qui a été bon bah voilà, James Harden il est arrivé, il est content, 32 points, 14 passes, 12 rebonds. Voilà, James Harden content, ça envoie du bois quand même. Alors 9 pertes de balles, bon, il s'en excusera plus tard, mais en tout cas, on voit qu'il est impliqué dans sa nouvelle équipe et que changer de couleur, ça lui va pas trop mal, même s'ils ont joué un peu en noir quand même à Houston. Le bleu, ça lui va vraiment pas mal. Mais le gros problème maintenant qui s'avère au-delà de l'aspect défensif, au-delà de l'aspect que t'as plus vraiment de poste 5, parce que DeAndre Jordan, c'est compliqué, tu sens qu'il a passé la trentaine, que ça commence à être compliqué et que quand tu vas jouer avec Jeff Green sur le poste 4, c'est pas facile. Mais le cas Kyrie Irving, il a déjà loupé 7 matchs cette saison. Ça fait la moitié, je crois, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils ont dû en jouer 14. Euh, en tout cas, là, il y a un gros souci du côté de Kyrie. Il n'y a pas de communiqué, on ne sait pas ce qui se passe. Soi-disant, il est à l'anniversaire de sa frangine, je crois, ou de sa cousine. Mais c'est pas très Covid tout ça, puisque pas de masque évidemment. On se pose des questions sur son envie de jouer au basket. Est-ce qu'il serait pas un peu dépressif? En fait, on est complètement dans le flou, que ce soit nous, ou même j'ai l'impression que le staff, parce que les déclats de Steve Nash sont pas folles non plus. Mais on est dans le flou concernant le cas Kyrie Irving, c'est vraiment bizarre. Alors, est-ce que il va mettre un fin à sa carrière comme a pu dire Stephen A. Smith? Lui, il est vraiment toujours dans les bons coups. Dire que Kyrie arrêtera sa carrière, il avait dit aujourd'hui il annoncera sa fin de carrière. Bon, on va pas aller jusque là. Je sais pas, est-ce qu'il nous couvre une dépression, est-ce qu'il nous couvre pardon, une dépression ou quelque chose comme ça. Alors après ça peut être très personnel. Hein. Je comprends qu'il n'ait pas envie de s'exposer comme ça. Mais il y a des joueurs comme DeRozan par exemple qui en avaient parlé que certes t'as la belle vie, certes t'es bien payé, mais c'est compliqué d'être athlète de haut niveau. Est-ce que Kyrie a les épaules encore pour ça? On se pose la question. Bon, voilà, il va falloir qu'il revienne. On a vu que le duo KD, la barbe, ça fonctionne bien. Maintenant, pour que ça fonctionne mieux, ce serait bien aussi de récupérer Kyrie dans cet effectif. Mais voilà, ça y est, la machine de la mort est lancée. On a les 3 copains qui se retrouvent chez les Nets. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à partager le ballon. Plus qu'à ce que Steve Nash, Mike D'Antoni et Amar'e Stoudemire nous fassent des systèmes incroyables avec leur plaquettes pour qu'on voit des systèmes à 3 avec Kyrie, KD et Harden. Ça va être une régalade. Mais bon, ils sont pas sortis de l'auberge pour le moment. Forcément, ça va être assez simple. En tout cas, il faut gagner cette saison. Là c'est quoi? Minimum finale NBA, je pense, parce que sinon c'est un échec. Quand t'as 3 joueurs comme ça, si tu vas pas en finale NBA, ce sera un échec. En tout cas, il y a de quoi flipper.
dans les équipes autour. Hein. Je pense à Boston, je pense à Philly, les Bucks. Là, attention, il y a un gros candidat qui rentre dans l'arène du côté de l'Est. Voilà, c'est marrant parce qu'avant, on avait toutes les superstars à l'Ouest. Et puis c'était trop facile pour LeBron James parce qu'il était à l'Est et qu'il n'y avait personne à l'Est. Maintenant que LeBron James il est à l'Ouest, toutes les superstars vont à l'Est. Oh, moi je comprends plus très bien, mais en tout cas, est-ce qu'il y a un rapport? Je vous laisse en juger. En tout cas, on a fini pour ce très gros dossier autour du blockbuster trade de James Harden. Et puis là, je vais vous annoncer quelques news en vrac, tranquille. On va faire 2 news pour la conférence Est, 2 news, alors des news entre guillemets, ce ne serait pas vraiment des news, ce sera plus des points que j'avais envie d'aborder avec vous. Mais donc, 2 pour la conférence Est, 2 pour la conférence Ouest. Un petit générique encore une fois. Et puis c'est parti, on y va juste après. Came down here to win championships. Not one, championships. Not two. LeBron, tell us about that. Not 2, not 3, not 4, not 5, not 6, not 7. Hey. Tiens, je parlais de LeBron James juste avant. Premier petit point, on va dire en vrac. Les Lakers sont sur un nuage. 9-1 sur les 10 derniers matchs. 5 wins de suite en ce moment. 7-0 en déplacement, je crois que c'est la meilleure série de victoires en déplacement de la franchise. LeBron James en pilote automatique en 25-8-7. Et il dit un peu décevant, je ne sais pas si on peut appeler ça décevant, mais en tout cas en retrait comparé à l'année qu'on lui a annoncé. Le collectif qui domine, clairement, que ce soit offensivement, surtout défensivement, puisqu'ils ont le premier defensive rating. Hein, on continue sur la lancée de l'année dernière avec une grosse défense, malgré les quelques petits joueurs qui galèrent comme au début de saison. C'est vrai que dernièrement, j'ai pas refait attention à Montrezl, mais au début de la saison, et je pense que c'est toujours le cas, il est très ciblé hein, par l'équipe qui attaque. Donc, petit point négatif là-dessus, mais autour de lui, ça défend fort. Ça joue très bien, en tout cas offensivement, le duo Harrell et Schroeder, ça marche très bien. Voilà, ils sont premiers de la NBA, ils sont premiers de conférence Ouest, hein, ça coule de source. Je crois qu'ils sont à 11-3 maintenant. Donc voilà, les Lakers en pilote automatique, tranquille, ça joue sérieux, mais ça joue sans prise de tête. Franchement, début de saison vraiment impressionnant de la part des Purple and Gold. On reste dans la conférence Ouest pour parler un peu de Nikola Jokic, qui est lui aussi sur un nuage, parce qu'il démarre sa saison en 24 points, 11 rebonds, 10,4 passes. C'est important, 10,4, car il est meilleur passeur de la ligue à l'heure actuelle, et presque 2 interceptions. Je me suis noté 2, mais je crois qu'en réalité c'est 1,9, et il doit être à peine un contre, mais en tout cas, une ligne de stats complètement phénoménale, je vous l'ai dit, meilleur passeur de la ligue, pour l'instant en triple-double. Est-ce qu'il va nous claquer une saison en triple-double, le Joker là? Difficile à dire. Là, ça fait une petite dizaine de matchs, un peu plus du coup, je suis bête, 12, 13, 14. Je sais pas bien combien ils ont joué les Nuggets. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement, le début de saison de Denver ne suit pas. Ils sont pour le moment 7ème de conférence avec un bilan à 50%, qui doivent être à 7-7, je crois. Peut-être 6-6. Je sais pas. Défensivement, on sent qu'on a perdu quelques joueurs, comme par exemple Jeremy Grant, puisqu'ils sont ils sont à l'ouest. Ils sont à l'ouest défensivement, avec un defensive rating assez cata. Là, on est loin de celui des Lakers. Jamal Murray n'est pas décevant pour ce début de saison, mais pas assez impactant. C'est vrai qu'on ne retrouve pas le Jamal Murray de la bubule. Et je vous l'ai dit, on voit bien que les départs des joueurs importants, ça fait mal hein, forcément à cette équipe, surtout en défense. Et le très très bon début de saison de Michael Porter Jr. a été coupé par 8 matchs manqués. Alors je sais plus pourquoi, Covid ou blessure, je crois que protocole Covid, hein. Je crois qu'il a été cas contact, mais ça explique pas le fait qu'il ait raté autant de matchs. En tout cas, il nous a fait un début de saison incroyable.
Et là, il est plus là, donc ça galère un peu pour les Nuggets. Donc le conte de fées qui a eu lieu dans la bulle de Mickey, hein, vous noterez le petit jeu de mots, conte de fées, Disney, tout ça, bon bref, il s'est un peu fini en eau de boudin du côté de Denver. Là c'est vrai que le retour à la vraie vie fait un peu mal. Bon, pareil, c'est le début de la saison, ça va sûrement se rattraper, je pense. C'est vrai que les Nuggets, je crois qu'ils nous ont habitués. L'année dernière, c'était pas déjà le cas. J'aurais peur de dire une bêtise, mais je crois que l'année dernière, c'était pareil. Début de saison un peu galère, puis au final, ça finit troisième de conf. Donc, à voir ce que ça va faire sur le reste de la saison. Je vous rappelle qu'il reste 60 matchs à jouer, donc ça va. Ils sont encore assez larges. Il va falloir quand même se bouger. On passe à l'Est, du coup, avec les deux petits points que je voulais aborder du côté de la conférence Est. On va commencer avec les Raptors, et je pense que vous savez de quoi je vais parler. Gros galère en début de saison de la part des Tampa Bay Raptors, puisqu'on se rappelle qu'ils ne sont pas à Toronto en ce moment. Siakam est pas clutch. Nick Nurse, il trouve pas les solutions. Ibaka et Gasol manquent énormément à cette équipe. Ibaka, c'était sûr. Gasol, on se disait, bon, il est cramé, de toute façon, il a eu sa bague, il a plus vraiment envie de jouer, ce qu'il veut, c'est boire de la sangria. Et en fait, tu te rends compte qu'il était quand même important. Malgré tout, on a quand même Van Vliet qui respecte son contrat. Et puis la très très belle surprise de ce début de saison qui est Chris Boucher en sortie de banc, qui fait un taf très intéressant. Ça c'est très bien. Maintenant il va falloir que Bon, on a quand même aussi un Kyle Lowry toujours présent. Je sais pas, il va falloir que ça se passe surtout autour de Siakam en fait. Et puis du collectif en général, puisque ils ont fait pas mal de matchs où ça gérait. Et puis vient le quatrième quart-temps, et puis ça gère plus, quoi. Donc, il va falloir se remonter les manches du côté des Raptors. Je sais que c'est pas facile, puisqu'ils sont pas à la maison, ils sont à la maison nulle part finalement, puisque c'est vrai que jouer à Tampa Bay, c'est pas vraiment comme jouer à Toronto. Mais en tout cas, il va falloir se rattraper. Alors cette nuit, ils se sont rattrapés, je crois qu'ils ont gagné contre... Je vais vous dire ça tout de suite. Ils ont gagné contre les Hornets, voilà, qui eux on fait une petite aparté, qui eux font un début de saison bien plus réussi que les gars de Toronto. Et puis ça n'a pas été facile, mine de rien, quand même, le match. Donc que les Raptors soient en galère face aux Hornets cette saison, je pense qu'on s'y attendait pas vraiment. Ils gagnent de 3 points. Bon, c'est une victoire quand même. Mais voilà, il faut maintenant se relancer du côté des Raptors. Je vous invite à aller voir la vidéo de Trash Talk qui en ont parlé, hein, qui ont fait quelque chose de bien plus complet que là, mes 2-3 minutes autour du sujet. Mais voilà, les Raptors, attention à ne pas... Il va vite falloir se rattraper, parce que c'est bien, depuis tout à l'heure, je dis qu'on est en début de saison, il reste 60 matchs, que tout est rattrapable. Bon, quand tu commences à 3-8, maintenant 4-8, donc c'est mieux, mais il faut cravacher pour rattraper le retard. Et puis, dernière petite info, même si c'est pas vraiment des infos, les Hawks. Les Hawks, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire sur les Hawks ? Déjà, félicitations, car ils avaient fait malheureusement un super début de saison, je crois en 4-1, même 4-0 au début de la saison. 3-0, puis 3-1, puis 4-1, ouais bon, voilà. Et puis depuis, l'infirmerie est pleine. Hein, c'est bien parce que les Hawks, ils recrutent des joueurs, donc sans oubli, on va essayer. Ils ont recruté Onyeka Okongwu à la draft, blessé au pied. Bon, ça, ils le savaient. Ils ont recruté Rajon Rondo, blessé. Ils ont recruté Danilo Gallinari, blessé. Ils ont recruté Bogdan Bogdanovic, blessé. Bon, ça s'arrête quand ? Là, normalement, tous les joueurs qu'ils ont recrutés, ils sont à l'infirmerie. Donc, ils sont à l'abri de ce côté-là. Forcément, ça fait mal à cette équipe qu'on voyait performer et atteindre les playoffs. Voilà, encore une fois, c'est le début de la saison. Ils sont pour l'instant 9e avec un bilan de 5-7. Alors, c'est le début. Les joueurs blessés, ils vont revenir. J'ai pas checké, je vous avoue que là, j'ai mal fait mon travail. J'ai pas checké si c'était des longues blessures ou pas. Je pense qu'il n'y a rien d'hyper alarmant, parce que sinon, je l'aurais sûrement vu. Mais du coup, le temps qu'ils reviennent,
il faut que les jeunes Hawks, hein, donc emmenés par toujours Trae Young, DeAndre Hunter qui est vraiment très impressionnant, Cam Reddish, comme d'hab, et puis le, le bon shooter, que je ne retrouve pas son nom, Kevin Huerter. Voilà. Il faut que pour l'instant, ils tiennent la franchise à bout de bras tous ensemble pour après, on va dire, un nouveau départ avec les joueurs qui ont été recrutés. Je crois qu'ils ont joué. Ils ont perdu face à Portland. Il y a eu un très gros match, je crois, de la part de Clint Capella. C'est vrai que Clint Capella, il fait du bien quand même à cette équipe. Mais voilà, super début de saison des Hawks. On s'est un peu enflammé en disant wow, ça y est, ils vont avoir l'avantage du terrain en playoff. Bon, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, c'était un super début de saison pour rien. Enfin, on va pas, voilà, on va pas se le cacher. C'était un très bon début de saison, malheureusement. Voilà, les blessures les rattrapent. Espérons qu'ils reviennent vite et qu'ils puissent retrouver leur niveau pour aller chercher un potentiel spot en playoff ou au moins un spot en play-in. Là, si ils n'ont pas de spot en play-in, les Hawks, c'est un échec. Je vais parler avec les bons mots. Comme les Nets qui ne vont pas en finale de NBA, ben, les Hawks qui vont pas au moins au play-in, c'est un échec. Voilà, on a fait le tour des petites news slash petits points que je voulais aborder en fin de podcast. J'espère que celui-ci vous aura plu. Ça m'a fait très plaisir de renregistrer quelque chose. Ça faisait longtemps. Je vais essayer d'être plus régulier, hein. On va essayer de conserver un ordinateur potable et de pouvoir enregistrer un maximum de podcasts. Dites-moi si ça vous plaît, là, comme ça, un gros sujet avec quelques petites news à côté. Vous n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, que je sache si vous préférez soit juste un gros sujet par podcast, ou plusieurs petits sujets, ou un gros sujet, puis à côté quelques petits points comme ça, là, à la va-vite, autour de quelques équipes. Voilà, j'essaie quelque chose. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à venir sur Instagram. Plus on est de fous, plus on rit. À venir aussi discuter tout simplement sur Instagram ou à liker le podcast, à vous abonner, à je sais pas, faites-moi péter le référencement. Et moi je vous dis à une prochaine. Je sais pas quand, je peux pas vous donner de date là. On se retrouve pas demain, les previews c'est fini. Mais pourquoi pas le week-end prochain ou durant la semaine prochaine. C'était Lenny. Je vous fais des bisous. Salut!